Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette édition un peu spéciale de Made in Marseille, spéciale car c'est la pause, mais non, nous sommes toujours parmi vous, nous n'avons pas voulu couper le lien et c'est la raison pour laquelle nous allons vous proposer cette émission dans laquelle il sera surtout question de mercato et vous allez pouvoir réagir évidemment en dessous le lien de la vidéo sur les différents supports. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok ainsi que les différents supports sur lesquels vous nous suivez habituellement. Merci à vous, merci au chat. On revient en direct très rapidement. Dans cette émission, il sera surtout question de mercato et de mercato côté olympique de Marseille. Nous en parlons notamment du côté des départs avec le départ de Steve Mandanda. Steve Mandanda qui fait polémique et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que Mika nous donne son sentiment. On sait que les arguments sont un peu divergents au sein de la communauté marseillaise. Mika, c'est à toi. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de ce départ prématuré lors de cette nouvelle saison. Je pense que le côté affectif et qui biaise un peu le jugement au niveau de Mandanda, c'est sa longévité. On n'a aucun gardien qui a fait autant de matchs à l'OM. Il y a fait pratiquement, on va dire, à part l'intermède Crystal Palace et son passé au Havre, toute sa carrière, plus 600 matchs en Ligue 1. Il a été du titre de champion avec Deschamps. Donc je pense qu'à partir de là, si tu veux, il a marqué les esprits, il est présent dans une espèce d'inconscient collectif comme faisant partie des meubles. Et à partir de là, voilà, il est olympien de fait. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, il faut observer dans sa globalité. Le fait de dire que c'est un très très bon gardien, ça oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, le débat, il se situe sur quel est le degré, entre guillemets, de légende du bonhomme. Et pour moi, à ce niveau-là, effectivement, je regarde sur tous les angles. Je pense que sportivement, des gardiens, on en a eu qui étaient meilleurs que lui, Barthez, pour ne citer que lui. Mais ensuite, au niveau de l'homme, je trouve qu'il a toujours manqué d'un peu d'implication, voire de charisme au sein du groupe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais véritablement impliqué. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais entendu par ses coups de gueule, par ses prises de position, par son abnégation à sortir le club dans des situations difficiles. Quand le club allait mal, il allait mal aussi en général. Et je pense qu'il fait partie de ces joueurs que le club a plus fait que le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mandanda a réalisé de très très belles performances avec l'OM, mais s'il n'avait pas joué à l'OM, il n'aurait jamais été champion de France, il n'aurait jamais été champion du monde. Preuve en est que quand il est parti, c'est pour aller à Crystal Palace, qui n'est pas un top club, qui s'y est très vite retrouvé troisième gardien, et que finalement, c'est que quand l'OM à nouveau est revenu le chercher qu'il a commencé à reprendre du poil de la bête, à retrouver la sélection, mais même là, il s'est permis quelques saisons dilettantes, dont une saison où il était clairement en surpoids. C'est pas quelqu'un non plus qui est dans la transmission. On voit que quand il y a eu la possibilité de passer le flambeau, entre guillemets, notamment avec Brice Samba, ça s'est pas fait, et Samba a déclaré notamment que voilà, Mandanda était très peu dans ce registre-là. Et là, encore, à nouveau, voilà, alors qu'on pouvait attendre à ce qu'il termine sa carrière ici, la perspective d'être en concurrence, c'est quelque chose que visiblement il ne supporte pas, puisqu'il a presque fait toute sa carrière à l'OM dans un fauteuil. Il préfère finalement voilà, changer le club et aller dans un autre qui lui garantit plus ou moins sa place de titulaire. Et rien que sur le principe, je trouve qu'une place, moi, ça se gagne. Il n'a pas à la réclamer. Quoi qu'il en soit, on peut pas lui enlever ses statistiques et le fait qu'il aura quand même marqué le club d'une pierre blanche de par sa longévité, ça on peut pas lui enlever. Ah non, on peut pas lui enlever. Par contre, voilà, moi ce qui me dérange un peu, c'est la. Alors je sais pas les raisons exactes, est-ce que c'est lui qui a demandé à partir, etc. Mais il a 38 balais, je crois. Il avait tout derrière, enfin tout était tracé derrière pour qu'il puisse intégrer le staff d'ici 1 an, 2 ans. Il y avait une genre de passation de pouvoir à faire. Il est en fin de carrière. Et partir chez un concurrent direct qui est Rennes. On le parlait de lui à Nice. Apparemment, si Galtier était resté, il serait parti à Nice. Parce qu'il y a une question apparemment, je parle toujours au conditionnel parce que je suis pas dans sa tête ni dans les papiers. Mais apparemment, sa famille resterait sur Marseille. Donc, du coup, Nice, c'était beaucoup plus près pour lui. Là, à Rennes, apparemment, il y a des conditions qui font qu'il peut utiliser un jet privé. Bon, bref. Voilà, donc moi, ce choix-là de partir dans un club concurrent me dérange un peu. Voilà, après, c'est mon avis, ça engage que moi. Je sais pas, j'ai vu beaucoup de gens le remercier quand même. Alors, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le club, mais je trouve que c'est finir en eau de boudin de faire ce qu'il fait. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Mais après, le problème, c'est ça fait quasiment plus de 20 ans qu'on est
en période de disette. Il arrive en 2007, de 2007 à aujourd'hui, mis à part le titre de 2010 et deux ou trois Coupes de la Ligue, il n'y a pas vraiment de trophée. Donc, il a un poste ingrat. Je dis, c'est un gardien de but. En général, on retient les grands gardiens dans les grandes compétitions, dans les grands trophées, dans les grandes saisons. Et malheureusement, à l'OM, mis à part le titre de 2010, et encore qui se décide sur la fin de saison, parce que je me rappelle qu'en janvier, on avait plus de 10 points de retard, il n'y a pas vraiment de points où on peut dire, putain, il nous a fait gagner ça, quoi, tu vois. C'est ça le truc qui fait que, pourquoi le terme de C'est légende parce est qu'il n'y a pas de peut-être... match, il n'y a peut-être pas de match emblématique comme Barthez a eu son OM Milan, où il avait eu Voilà. aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce Glasgow Rangers OM, son baptême du feu en Coupe d'Europe avec Marseille, lors de matchs de poule de Ligue des Champions, où il sort un match absolument dantesque dans des conditions très british. Il a pas de véritable match référence. On en a sorti un ou deux comme ça, il y a l'Inter Milan. Il y a aussi, par contre, un grand regret qu'il laisse. Et là, en l'occurrence, ça restera des regrets éternels, c'est qu'il a brillé par son absence, et Dieu sait s'il nous a manqué lors du quart de finale de Ligue des Champions, un quart de finale qu'on a pu rejouer depuis contre le Bayern en 2012, hein, si je ne me trompe pas, ouais, c'est 2012, c'est ça. où justement il est blessé, et il y a cette fameuse hésitation entre Brasigliano et Andrade. Didier Deschamps choisit finalement Andrade, c'est un fiasco au Vélodrome, et voilà, bon, on s'en rappelle tous. Peut-être que si ce jour-là, lors de ce quart de finale, il est là, il aurait peut-être eu l'occasion de rentrer un peu plus dans l'histoire. Je dis pas qu'on aurait éliminé le Bayern, mais on aurait peut-être été sans doute moins ridicule. En tout cas, on se souvient qu'au tour précédent contre l'Inter Milan, il avait été extraordinaire, quoi. Extraordinaire. J'ai vu un tweet sur Twitter qui résume un peu tout. Il y a la génération des moins de 30 ans qui ont grandi avec Mandanda. Donc pour eux, Mandanda est une légende. Et puisqu'ils ont connu quasiment que lui dans les buts de l'OM, on a vu que lui d'ailleurs jusqu'à maintenant, pour les mecs de moins de 30 ans. Et il y a ceux qui approchent comme moi de la quarantaine ou plus et qui ont connu des Barthez, des Kopke et d'autres gardiens pour les plus âgés. Et là, il y a débat. Tu te rends Voilà. compte que quand tu passes 15 ans à l'Olympique de Marseille, ça veut dire que tu as passé 10-11% du temps de l'existence du club. C'est Voilà, compliqué de ne pas le considérer, parce que on peut quand non. même dire, outre les statistiques, elles sont froides les statistiques, mais on peut quand même considérer que quand tu es titulaire pendant 15 ans à l'OM, c'est que quand même tu n'es pas un dégueu, quoi. C'est que tu as quand même Ouais. quelques qualités. Je veux revenir, c'est vraiment pas sur les performances qui sont globalement bonnes, c'est surtout sur le comportement qu'il a eu l'année dernière, ce départ-là chez un concurrent direct, et au final, quand tu fais un bilan, c'est surtout sa façon de transmettre. Il est égoïste, égoïste, ou alors il a un ego surdimensionné, peut-être, je sais pas, je le connais pas bien, parce qu'il est quand même assez discret comme personnage, et qui fait qu'il peut pas accepter d'être mis en concurrence. Voilà, c'est ça. En gros, Yannick, est-ce qu'on peut résumer en disant que finalement il rate un peu sa sortie? C'est mon ressenti à moi. Ouais. Peut-être d'autres personnes ne le partagent pas, mais moi, mon ressenti à moi, oui, il rate sa sortie. Après, c'est le propre des gardiens. On en discutait avec Fla. Je pense que c'est un poste un peu solitaire, effectivement. Mais on a des gardiens qui se sont retrouvés plus impliqués que ça. On a des gardiens qui étaient un peu plus forts en gueule, comme Olmeta. C'est peut-être pas dans son caractère, mais effectivement, je pense que Mandanda, il est un peu plus centré finalement sur sa carrière. Et on voit la différence de discours et d'acte avec un Payet, par exemple, qui est revenu à Marseille, qui vit à Marseille, que tous les dimanches va amener son enfant à jouer au campus. Il reste, il est disponible, etc. Il est vraiment impliqué aussi bien dans le club que dans la ville. Mandanda, c'est différent. Mandanda, je sens que c'est quelqu'un qui est carriériste, moins attaché finalement au club et encore moins à la ville. Voilà, sportivement, il s'y entendait très bien, il avait un très bon salaire, etc. Du moment où on l'a mis en concurrence, il a préféré aller voir ailleurs. Bon. Donc oui, il y a quand même une forme chez lui de rationalité dans son rapport au club. J'aimerais qu'on reprenne un petit peu justement les prémices du départ de Steve Mandanda, parce que on sait qu'il a envie de jouer cette Coupe du Monde qui arrive au mois de décembre. Il a un salaire qui est relativement important. J'ai l'impression que finalement, ce départ arrange tout le monde. Comment le préparer au mieux, ce départ, en lui stipulant qu'il ne serait pas titulaire? Moi, je n'ai pas envie de lui en vouloir à Steve Mandanda. Il ne part ni à Nice, il ne part ni au Paris Saint-Germain, il ne part pas à Lyon. Alors certes, ça va me faire
mal au cœur de voir Steve Mandanda au stade Vélodrome avec un autre maillot que celui de l'Olympique de Marseille, floqué de cette étoile gagnée un soir de 26 mai 93. Mais Steve Mandanda, c'est quasiment 15 ans à l'Olympique de Marseille. C'est un comportement irréprochable, un gardien phénoménal, certes pas de la trempe des Barthès, peut-être pas de la trempe d'un Olmeta, mais qui restera dans les annales, à l'instar d'un Andy Kopke qui était exceptionnel. Je pense que Steve Mandanda est une légende de l'Olympique de Marseille. Un gardien et un homme justement sur lequel le club a pu s'appuyer quasiment en toutes circonstances. J'ai l'impression en fait que nous perdons un joueur quelconque. Nous avons des joueurs comme Didier Drogba qui ont fait 1 an, qui nous ont expliqué pendant des années qu'ils auraient pu revenir à l'Olympique de Marseille, même au crépuscule de sa carrière, il était question éventuellement, en tout cas médiatiquement, de le voir revenir au stade Vélodrome. Ça ne s'est jamais fait. S'il avait voulu le faire, il aurait pu le faire. Là, on a un garçon quand même qui a témoigné son affection pour l'Olympique de Marseille. Et que dire, messieurs, de ce communiqué de l'OM en 3 lignes pour remercier Steve Mandanda, mais je tombe des nues, sincèrement, j'en perds mon latin. Si on commence à émettre des critiques de ce type-là autour d'un joueur comme lui, autour d'un joueur auquel on a fait une chanson dans les tribunes, je suis un petit peu abasourdi parce que je peux voir s'il est là. J'ai l'impression que ce départ laisse indifférent pas mal de personnes et je n'arrive pas à le comprendre. Tout à l'heure, tu parlais de comportement, et pour certains, comme Mika, comme Yannick, il a déçu. Cette année, il a déçu par son comportement, par la manière dont il s'est désolidarisé parfois du groupe. Tout ça parce que sa situation personnelle était plutôt inconfortable, ce qui peut arriver dans une carrière, évidemment. Et on l'a senti quand même faire passer ses intérêts personnels avant ceux du groupe. Tu ne penses pas quand même que ça peut expliquer un peu le désamour que l'on constate au moment du départ, de ce qui aurait dû être un véritable hommage et qui n'a pas eu lieu? Le problème, si tu veux, c'est que je n'ai pas entendu le même son de cloche. Peut-être que vous avez raison de me dire que le comportement de Steve Mandanda n'était pas à la hauteur de ce que nous, supporters de l'OM, et de ce que l'OM mérite, qu'il aurait mérité qu'il soit. Mais j'ai entendu des journalistes aussi dire qu'il avait un comportement exemplaire. J'ai entendu des journalistes faire son éloge par rapport à la situation qu'il vivait. J'ai entendu un Paul Lopez nous parler de Steve Mandanda et de la réciprocité qu'il y avait entre les deux de manière très positive. Donc j'ai du mal aussi à comprendre que toutes les critiques puissent être cristallisées par rapport à un comportement en fait qui ne fait pas l'unanimité dans la perception des choses. Le son de cloche en fait n'était pas unanime. J'ai entendu vraiment des arguments et des choses divergentes à ce sujet-là. Donc oui, j'ai du mal à m'en tenir qu'à ça. Je préfère m'en tenir au terrain, à la longévité qu'il a eue à l'Olympique de Marseille, au capitaine qu'il était, à ce garçon exemplaire qu'on a eu pendant tant d'années. Le problème, c'est que quand un mec comme Mandanda reçoit le capitanat et le garde plusieurs années, c'est compliqué ensuite de lui lever sans déstabiliser ton groupe. Tu sais que ça peut faire des clans, tu sais que ça peut faire ensuite mettre de l'eau dans le gaz, et tu sais à quel point l'équilibre d'un groupe est parfois fragile, et tu peux démarrer sur des malentendus comme ça qui t'amènent ensuite à une sortie de route. Tu vois, en fait, le péché originel, c'est quand on lui a donné ce brassard. Mais je crois qu'après, Garcia avait fait un roulement, un turnover sur le capitanat, si je ne me trompe pas. Ouais. Rappelez-vous que ça grinçait des dents. Moi, j'estime qu'un capitaine, c'est un joueur de champ, c'est pas un gardien de but. Donc, si tu veux, à la place d'un entraîneur qui prendrait le brassard de Mandanda pour le donner à quelqu'un d'autre, ça ne serait pas le garçon lui-même, Steve Mandanda, que je viserais, mais plutôt le poste de gardien de but. Je pense qu'on a voulu que Steve Mandanda fasse des choses qu'il n'était pas à même de faire. On lui a donné un rôle en fait dont il ne voulait peut-être pas, ou alors qu'il n'allait pas forcément, qu'il ne lui collait pas à la peau. Ça s'entend ce que tu dis, Romain. Ça s'entend, c'est tout à fait cohérent, mais alors pourquoi ne pas l'avoir refusé? Pourquoi ne pas avoir refusé ce rôle? De mémoire, et tu m'arrêtes si je me trompe, je pense qu'en plus, sous Garcia, je crois que c'est une demande du vestiaire. Je ne suis pas certain, mais mes souvenirs me disent qu'il y a eu un vote en fait quasiment unanime pour que Steve Mandanda reste le capitaine de cette équipe. Alors il faudrait qu'on vérifie dans nos archives, mais je sais que c'est le vestiaire qui l'avait désigné. Après, c'était peut-être compliqué de Il n'empêche que, Romain, quand tu as fait entre 10, 12, 13, 14 ans dans un club, que tu sois capitaine ou pas, que tu le veuilles ou non, tu deviens un joueur emblématique du club. Ouais. C'est naturel. Il n'empêche que ça n'explique pas son absence de prise de position pour défendre l'identité du club et les supporters au plus haut
des déliriums très minces de notre ami Jacques-Henri Hérault. Son silence éloquent, son silence assourdissant est encore dans toutes les mémoires et je pense que ça n'a rien arrangé à l'affaire et ça a continué d'écorner son image. Il a fini finalement de l'écorner auprès de certains. Encore une fois, il ne faut pas généraliser parce qu'il y en a beaucoup parmi la team OM qui gardent un énorme respect et une énorme affection pour Steve. Mais pour certains, il a raté sa sortie avec ses derniers mois. Encore une fois, je ne parle pas de performance sur le terrain, mais plutôt de comportement. Qu'on soit capitaine ou pas, comme joueur emblématique, comme joueur historique, statistiquement parlant, ça c'est indéniable, c'est factuel. Il a raté son rôle. Voilà. On parle de son comportement, mais c'est pareil, si tu veux, on pourrait parler de gestuel. Moi, j'entends souvent dire des supporters actuellement, dire « je n'en pouvais plus de voir sa tête quand il encaissait un but ». Mais vous vouliez qu'il fasse quoi? Il n'est pas content d'encaisser un but, ça se comprend. C'est un non, mais tu peux remotiver tes troupes. Tu peux les avoir cette hargne, tu vois, ce côté battant, tu vois. Je prends l'exemple de Jacques-Henri Hérault là, qui se défend, c'est un argument, donc j'ai aucun mal à l'écouter, à l'admettre. Mais vous voulez qu'il fasse quoi en fait vis-à-vis de son employeur à ce moment-là, Steve Mandanda, qui prenne position? Romain, je vais répondre à tes deux questions. Déjà, par rapport au but encaissé, il y avait une manière dans sa moue de se dédouaner de l'erreur collective que peut être le fait d'encaisser un but. En général, c'est toujours, globalement, c'est la plupart du temps une erreur collective. Il y avait toujours, putain les gars, vous faites chier, vous n'avez pas tenu le rôle qu'il fallait sur cette action-là, vous n'avez pas été là au bon moment. Il y avait toujours une manière de faire ressentir, comme il disait Fla, le fait de ne pas remotiver les troupes, de se dédouaner. Voilà, moi je le ressentais parfois comme ça. Et concernant ta question sur le fait d'intervenir ou pas au moment de Jacques-Henri Hérault, qu'est-ce qui t'empêche à un moment donné de faire une sortie publique ou d'aller le voir ou de faire un communiqué ou de t'afficher, tu sais, tu peux le faire de manière subtile aussi, en passant des messages subliminaux, de t'afficher par exemple avec des supporters, avec des groupes de supporters, au cours de je ne sais quelle fête ou commémoration ou anniversaire. Il est très facile d'aller à la rencontre des supporters, de faire une petite déclaration bien sentie, tu sais, de manière intelligente et légère et voilà, sans être polémique, sans vouloir forcément rentrer dans le lard, mais de manière à faire sentir la communauté, les groupes de supporters et les gens qui aiment l'institution que tu te places de leur côté et que tu ne restes pas neutre et silencieux dans des moments où la situation implique une forme de binarité. Tu ne peux pas être neutre quand il y a quelqu'un comme Jacques-Henri Hérault qui crache sur le club, sur la ville. Bon, bref, j'en passe des meilleurs. Voilà, c'est un peu ce que je me fais un peu le porte-parole des mécontents, hein, mais je suis pas loin de le penser quand même. Il a raté un petit peu son entrée dans la légende par ces occasions-là, par ces opportunités-là. Et je parle encore une fois en dehors du terrain. Ça, honnêtement, pour moi, s'il avait couplé ça, cette performance sur le terrain qu'il a eu au cours de ces 15 saisons, s'il avait couplé ça avec un comportement un peu plus exubérant, passionné, affectif, j'ai envie de dire méditerranéen, méridional, il serait rentré dans la légende. Et méridional, ça ne veut pas dire être né à Marseille. Hein. Gunnar Andersson était suédois, hein. Il était très méridional. Ouais. Jean-Pierre Papin était du Nord, était de Valenciennes, de Boulogne. Et il n'y avait pas plus sudiste dans l'âme, dans l'esprit, dans sa manière qu'il a eu de s'épanouir à Marseille que JPP. Mandanda aurait très bien pu aussi prendre position lorsque Hugo Ouvrard avait le projet Agora, ne serait-ce que par un petit post Instagram avec une photo des ultras du virage nord et du virage sud. Tu mets juste on aura toujours besoin de vous ou merci de votre soutien depuis toutes ces années. Vraiment un petit truc bateau comme ça. Subtilement, ça montre qu'il reconnaît qu'ils sont indispensables à la vie du club et même au football en général. Et ça te permet de pas trop non plus écorner ton image. Et ça, il aurait pu le faire et c'est pas méchant. C'est pas trop demandé. Et le fait qu'il l'ait pas fait, je trouve que ça montre son côté un peu dépassionné du football. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça montre. Je dis pas qu'il est dépassionné. On se demande s'il a vraiment cette mentalité marseillaise d'avoir vraiment le foot au trip, tu vois. Là, tu parles du capitaine pour moi. Tu parles pas de Steve Mandanda particulièrement. Et je pense, quelle est la dernière personne en fait qui est montée au créneau? Le dernier joueur vraiment qui a voulu montrer ce que c'était l'Olympique de Marseille et qui a montré qu'on ne pouvait pas galvauder l'image de l'Olympique de Marseille lors d'un match. Je vais te le dire, c'est Alvaro dans un registre différent. Vous avez vu et un peu Payet aussi quand même, par rapport aux supporters.
Il a pris position, Payet à l'UNFP, il a tout pris ça. position quand même. Hein. Moi, je trouve que Payet, bon, je suis pas Payet, fan de Payet, voilà, hein, je suis pas. Mais honnêtement, je trouve que il a exprimé une manière de solidarité avec les supporters, avec le peuple marseillais cette saison, qui lui Mandanda n'a jamais pu finalement obtenir par sa timidité, son recul un peu trop parfois calculé, j'ai l'impression, voilà. Et tu sais, quelque part ça, voilà, il en paye un petit peu les pots cassés justement de cette absence d'implication, d'engagement. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est au cours de ces 15 années, la phrase bouclier de Steve Mandanda pour se sortir du guêpier, c'est des crises, j'en ai connu, ça ne sera pas la première et ça ne sera pas la dernière. Et moi, j'ai assisté à des conférences de presse, à énormément de conférences de presse, notamment à l'époque de Didier Deschamps, les années 2011, 2012, 2013, et à cette période-là, il y a eu des hauts, puisqu'il y a eu évidemment le titre et les victoires en Coupe de la Ligue, mais il y a eu des bas aussi, rappelez-vous, l'affaire avec les Winners, l'affaire avec Anigo, l'affaire le Bayern, la grève des supporters, la Brune, enfin, Deschamps qui était au bord de la dépression, qui avait pris 15 kilos, rappelez-vous, et Mandanda qui était capitaine. Et Mandanda, il montait aux conférences de presse, il ne se mouillait jamais. Il n'a jamais pris position ni pour l'un ni pour l'autre, ça peut se comprendre, mais il aurait pu au moins, à un moment donné, taper du poing sur la table et dire bon, maintenant ça suffit, il faut faire passer l'institution en première, arrêtez de se... Non, c'était, oh, vous savez, déjà il disait ça. Là, vous savez, des crises, j'en ai vu passer, il y en a eu à l'OM, il y en aura encore après moi. Donc, en gros, celle-ci, c'est une parmi tant d'autres, ça passera. Voilà. Et ça, cette posture-là, cette sémantique-là, ces arguments-là, il les a ressortis à chaque fois depuis 2012 jusqu'en 2022, hormis son année, évidemment, son intermède londonien. Voilà. C'est quelque chose qu'il a ressorti comme un bouclier en permanence. Je pense que pour Steve Mandanda, quoi qu'il en soit, il y a quand même une cote de popularité qui est bien plus importante pour ceux qui parleront de lui en termes élogieux. Et j'ai l'impression qu'en fait que Twitter arrive à faire un peu plus de bruit avec certaines personnes qui ont des avis plutôt négatifs que en fait le virage en lui-même qui a continué de scander son nom, quel que soit le match dans lequel il ait pu évoluer, notamment l'année dernière, y compris en fin de saison. Et j'ai l'impression en fait que c'est plutôt ça qu'il faut retenir plutôt que les avis quelque peu négatifs qui peuvent s'entendre. Hein. Moi, j'ai entendu de très bons arguments de votre part, hein, à tous les trois, que ce soit Gilles, Mika ainsi que Fla. Mais je pense que le bruit des virages doit refléter un petit peu l'appréciation qu'on doit avoir de ce garçon quand même qui reste sur 15 années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que avant d'avoir un joueur qui arrive à faire ce que Steve Mandanda a fait en termes de longévité, il y en a certains d'entre nous qui seront peut-être à la retraite sans l'avoir vu. Donc, voilà, j'ai envie de le remercier pour ce qu'il a fait. J'ai envie de lui faire part de tout le respect que j'ai pour ce garçon-là. J'ai envie de lui dire aussi que j'ai vibré avec lui dans les buts, que j'ai aimé le regarder défendre nos couleurs sur le rectangle vert et que c'est avec beaucoup de tristesse en fait que je le vois partir et j'aurais aimé en fait que le club le conserve pour qu'il puisse finir sa carrière à l'Olympique de Marseille. Alors au rayon des arrivées les amis, puisqu'il est question de mercato, donc qu'en est-il? Quels seront les joueurs qui porteront la tunique olympienne sur cette saison qui s'annonce? Alors vous l'avez vu, j'ai moi-même évoqué quelques pistes sur les émissions précédentes. J'avais parlé de Gabriel Barbosa, par exemple. On avait dit justement que Longoria était très attentif au championnat brésilien, mais c'était aussi pour pouvoir satisfaire son entraîneur. On avait reçu Marcos, le père de Gerson, qui nous avait parlé de cette belle entente qu'il pourrait y avoir entre les deux joueurs, sans évidemment le proposer à l'Olympique de Marseille, comme on avait pu le voir ci et là. Le changement d'entraîneur en fait a quelque peu rabattu toutes ces cartes. Il me semble que la seule piste en fait que nous avions annoncée et qui reste potentiellement crédible à l'heure actuelle est celle de Bryan Gil, puisque c'était un choix de Pablo Longoria. Donc encore faudrait-il qu'il soit validé par l'entraîneur, mais les cartes ont été redistribuées et je vous avoue que la cohérence qu'il pouvait y avoir sur les choix et sur de Pablo Longoria sur les pistes qu'il pouvait explorer, en fait, sont totalement différentes aujourd'hui. Donc, certes, le mercato est au ralenti, mais il y a aussi cette explication-là. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur, vous,
de vous dire que l'équipe ne soit pas au complet pour aborder cette saison hein, qui va commencer dans à peine 30 jours avec la perspective de Ligue des Champions. On aura peut-être un effectif en fait qui sera peaufiné au cours du début de saison avec un mercato qui sera certainement plus intense sur la première quinzaine d'août que la période que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, avant de nous inquiéter à nous, ça en a inquiété surtout un, c'est Sampaoli. Ce rythme plus ou moins modéré, hein, on va rester dans l'euphémisme, avec lequel a commencé le mercato, n'a pas eu l'air de plaire à Sampaoli, qui évidemment l'a fait savoir et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc, clairement, on n'est plus du tout sur la même lancée, dans la même lignée que le mercato de l'année dernière, où je crois que déjà à ce stade-là, on avait déjà 3 ou 4 signatures, hein, si je ne me trompe pas, où Sampaoli avait plus ou moins exigé d'avoir son groupe quasiment au complet pour faire sa préparation, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas pour Tudor et ce qui n'aurait pas été le cas pour Sampaoli aussi s'il était resté. Donc on a changé de braquet, mais pas dans le bon sens du terme. On a rétrogradé, on a ralenti le rythme. Longoria nous vend ça comme une exigence du mercato, de mercato devenu stratégique. En tout cas, ce n'était pas celle de Jorge Sampaoli, de stratégie. Et est-ce que c'est une bonne stratégie de manière générale? Je ne pense pas. Il est conseillé de commencer le plus tôt possible avec son groupe et avec une bonne partie de ses recrues pour pouvoir cimenter son effectif, pour pouvoir commencer à travailler le foncier et pour pouvoir évidemment mettre en place des automatismes et des systèmes de jeu. Et Dieu sait si ces périodes-là, notamment les matchs amicaux, sont importants dans cette optique-là. Donc évidemment que c'est inquiétant, évidemment. Après, ça ne veut pas dire que le mercato ne sera pas bon, qu'il ne sera pas réussi, qu'il ne sera pas abouti. Mais en tout cas, on n'est pas du tout sur les mêmes marques que celui de la saison dernière, ce qui avait valu d'ailleurs à Sampaoli de démarrer la saison en trombe. Et les 2 premiers mois sous les ordres du coach argentin avaient été d'ailleurs, pour moi, les 2 plus beaux mois de l'Olympique de Marseille de la saison. C'est là où je me suis le plus régalé, on va dire jusqu'à fin septembre. Et nul doute que, ensuite, si ça a changé, sans doute pour d'autres raisons, mais en tout cas, nul doute que la préparation d'avant-saison et le fait d'avoir un effectif quasiment au complet très tôt a beaucoup joué dans ce sens-là, quoi. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien qu'on mette un petit peu Pablo Longoria sur le grill et c'est un petit peu ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que Pablo Longoria, en fait, se targue de pouvoir être de manière permanente dans l'anticipation. C'est-à-dire que ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il n'a pas fait, par exemple, avec Camara, ce qu'il avait dit qu'il ferait, qu'il n'a pas fait avec Thauvin. Il était sur des pistes, en fait, de manière anticipée pour pouvoir prévoir ce qui allait se passer dans le mercato. Il avait une vision qui était bien définie. Donc, de 2 choses l'une. Soit Pablo Longoria nous ment et dès le départ, il a commencé à avoir une vision de l'effectif qui ne serait pas celui de Jorge Sampaoli au moment où je vous parle. Et c'est-à-dire que les pistes qui sont traitées aujourd'hui sont celles qui traitaient hier, avant-hier, il y a quelques semaines, et justement, et les noms qui ont été donnés l'ont été pour donner justement à manger aux différents journalistes, aux gens comme nous qui aimons aussi voir ce qui va se passer à l'Olympique de Marseille. Ou alors, justement, c'est un revers qu'il s'est offert à lui-même, dans la mesure, en fait, il a préparé une saison qu'il a renvoyée et rabattu d'un revers de la main et réduit à peau de chagrin parce qu'il est obligé, justement, d'être dans l'expectative et de trouver des solutions à des problèmes qu'il s'est lui-même occasionné. Donc, je trouve, en fait, qu'il y a quand même quelque chose de très important qui découle de tout ça et qui mériterait qu'on débatte un petit peu dessus, qu'on ait des réponses aussi à apporter à ça, parce que j'aimerais bien savoir si les pistes qui vont être proposées à Igor Tudor étaient déjà d'actualité il y a quelques semaines, ou alors s'il est revenu totalement sur la politique qu'il avait lui-même mise en place. En plus de ce mercato qui tarde à commencer et ce pivot annoncé, moi ce qui me frappe aussi, c'est le paradoxe, encore un paradoxe, hein, par rapport à la communication de Pablo Longoria lors de la conférence de presse qui a annoncé la démission de Jorge Sampaoli. C'est qu'il nous dit que ça va dans la logique de faire évoluer le jeu, que c'était nécessaire pour le bien du club, etc. Et en fait, on voit que du coup, tout a changé. Donc finalement,
est-ce que c'est vraiment la suite logique puisque tout change? Apparemment, ça n'a pas l'air d'être si logique que ça comme changement. Donc, ce serait bien qu'on ait aussi un peu plus d'informations sur sur le projet du club, qu'on sache pourquoi Rivalta est là, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il fait là. Et peut-être qu'avec un peu plus d'informations, on pourra comprendre ce que le club veut faire, en fait, tout simplement. Mais moi, je ne crois pas du tout. Moi, je suis sur la même longueur d'onde que Gilles Castagno la semaine dernière. Hein. Je ne crois pas du tout à une éviction, enfin, en tout cas, un changement d'entraîneur programmé et prévu de longue date. Moi, je pense que ça s'est joué vraiment dans les derniers jours, peut-être quelques jours avant l'officialisation, mais que ça n'avait pas du tout été prévu. En tout cas, le comportement des uns et des autres, notamment de Longoria, et la manière dont le mercato va prendre tournure, hein, va nous en dire long sur ces différentes hypothèses. Mais en tout cas, ça n'en prend pas le chemin. Enfin, en tout cas, la confirmation d'une décision, on va dire plutôt soudaine, en tout cas, me semble être de plus en plus confirmée. On le voit avec les valses hésitations et la lenteur avec lesquelles les dirigeants officient dans ce mercato estival, quoi. Je pense, me concernant, par contre, qu'il y a des choses qui étaient préméditées, c'est-à-dire elles sont les promesses de Franck McCourt qui ne sont pas tenues, une nouvelle fois, qui nous avait promis qu'il allait pouvoir monter une équipe capable de jouer la Ligue des Champions. Alors, force est de constater que Pablo Longoria nous a signifié que Touré était là pour remplacer Camara et que Gigot était là pour remplacer Saliba. Je trouve qu'il y a, comme d'habitude, un décalage entre ce qui nous est proposé et les faits qui sont avérés. Et malgré tout, une connotation assez amicale entre le président et son actionnaire, ou alors en tout cas une espèce de connivence qui mettrait un petit peu en exergue les promesses non tenues de Franck McCourt avec ces joueurs qui pour l'instant ne donnent pas satisfaction, en tout cas sur ce qu'on connaît d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas une bonne saison, qu'ils ne seront pas à la hauteur des événements, mais au niveau du nom ainsi que du profil du joueur qui est ciblé, je trouve qu'on est loin de ce qu'on pouvait avoir l'année dernière avec Saliba et Camara. Donc, attendons de voir ce que nous réservera la suite. Peut-être que Longoria aura... c'est rare que je le critique comme ça, mais je trouve que là, il y a des éléments en fait qui méritent d'être mis un petit peu sur le devant de la scène. Et je vous avoue qu'au-delà de Franck McCourt, au-delà de l'entraîneur, c'est lui que je pointe un petit peu du doigt. Ouais, mais Romain, moi je trouve c'est un peu prématuré pour le moment de le pointer du doigt. Et pourtant, je sais si je suis pas, encore une fois, je suis pas non plus un fan de Longoria absolu. La question est de savoir si Longoria temporise parce que tout simplement il n'a pas les moyens. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Évidemment, c'est toujours plus difficile de faire un mercato quand on a peu de moyens, peu de ressources financières. Ou est-ce que c'est réellement une stratégie de sa part de vouloir opérer de la sorte, de ne pas vouloir se faire imposer un rythme par un entraîneur, être le maître des horloges et de garder la main sur le rythme et quelque part sur le pouvoir. Parce que n'oubliez pas, il y a toujours une question de pouvoir là-dedans. Quand un entraîneur commence à venir lorgner un domaine qui ne devrait pas le concerner, il faut se mettre à la place du président. S'il ne préserve pas son précaré, s'il ne met pas des garde-fous, c'est aussi la porte ouverte à des conflits futurs. Donc, le tout est de savoir, est-ce que c'est une volonté de Longoria de préserver sa chasse gardée, de préserver son pouvoir, de préserver le contrôle, ou est-ce qu'il n'a pas le choix parce que tout simplement il n'a pas les moyens et qu'il subit tout simplement avec cette démission de Longoria l'absence d'investissement financier de M. Macron. Et aussi pour compléter, ça se trouve aussi, pour aller dans ton sens sur cette deuxième hypothèse, c'est que peut-être qu'aussi il ne communique pas du tout, enfin je parle là du club de manière générale, et Longoria avec aussi, parce que simplement McCourt leur a dit, vous vous débrouillez avec ce que vous avez jamais rien vendu depuis que vous êtes là, donc maintenant vous vendez, et c'est avec l'argent récolté de vente de joueurs, ou au moins des économies de salaire, que vous pourrez faire votre travail à recruter des joueurs, quoi. Et que du coup, il peut pas aussi communiquer quoi que ce soit pour nous dire, en fait, on sait pas où on va parce qu'il n'y a pas d'argent, et parce qu'on ne peut de toute façon rien prévoir du fait qu'on ait des obligations à faire avant de pouvoir recruter. Ce qui peut être aussi une explication. C'est une explication, c'est une éventualité.
Tout à fait. C'est vrai que j'étais assez critique sur les joueurs qu'il nous a proposés pour l'instant, mais si tu veux, je vais, si jamais il y avait une communication digne de ce nom, d'ailleurs une communication qu'on a reprochée aussi chez notre ancien entraîneur, qu'on n'avait jamais, si dans ce club on communiquait plus, je pense qu'on pourrait comprendre des choses. Si demain on m'explique que Pablo Longoria n'avait pas d'argent et qu'il a fait Gigot et Touré, je vais dire ok, faire ces deux joueurs-là, avec le peu de moyens qu'il avait, c'est quand même vraiment intéressant. Si demain je m'aperçois qu'il y a des joueurs qui signent avec des montants de transfert importants et avec des salaires aussi conséquents, je me dirais peut-être que finalement, justement, Longoria n'a pas été à la hauteur du recrutement, si toutefois ça ne le faisait pas. Mais ce que je veux, en fait, là où je veux en venir, c'est que je veux qu'on communique. Je veux savoir ce qui se passe pour pouvoir avoir des réactions qui méritent d'être à la hauteur de ce qu'elles doivent être. Voilà, quand j'émets une critique, j'aime bien qu'elle soit constructive. Et pour l'instant, les critiques que j'émets à son sujet sont plutôt dans l'hypothèse que dans la réalité. Ça me dérange un petit peu. Donc, j'espère qu'on aura des réponses à nos questions rapidement. Eh bien là, Romain, tu n'es pas prêt d'obtenir satisfaction avec ce qui vient de se passer encore ce matin du côté de la commanderie, où Mauro Camoranesi a donc quitté les lieux. En fait, il avait apparemment rendu déjà les clés de la voiture la veille. Et aujourd'hui, on a appris donc que finalement, il ne serait pas l'entraîneur adjoint de Igor Tudor. Et une fois de plus, le flou artistique continue du côté de l'Olympique de Marseille. Yannick, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ah, je commence à plus avoir de mots tellement c'est une aberration. On continue dans la communication à deux vitesses où on t'explique que c'était prévu, qu'apparemment il était là pour 2 semaines, alors que dans la conférence de presse de la présentation de Tudor, il te dit que ça sera son bras droit. Donc on nous prend pour des cons, clairement. C'est pas la première fois, ça commence à devenir récurrent d'être pris pour des cons. On est des abonnés pour certains, on est des supporters de l'OM pour d'autres, on est tous supporters de l'OM par ailleurs. On a un club qui a une communication zéro, qui fait que du vent et qui commence à fatiguer tout le monde. Et attention, parce que quand on fatigue trop à Marseille, quand ça explose, ça fait mal. Mais Yannick, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi concernant l'interprétation qu'on en fait de ce départ, parce que quand tu dis on nous explique que, mais qui est-ce qui explique que? Ce sont les médias. L'OM n'a rien expliqué, n'a pas communiqué. Moi, j'ai obtenu un peu des bribes d'informations du côté de certains dirigeants du club ce matin, en fin de matinée. Et c'est pas du tout la version qu'on m'a donnée. C'était plutôt au contraire l'effet de surprise qui prédominait et pas du tout quelque chose qui était préparé. Moi, je renverrais plutôt la faute sur Camoranesi, qui ne semblait pas trop savoir où il avait mal, qui avait sans doute dans son esprit peut-être accepté le poste par défaut, en espérant avoir quelque chose de mieux. Peut-être, hein, ça ce sont mes hypothèses, mais peut-être qu'il a entre-temps reçu des offres alléchantes et qui lui ont donné envie de finalement de ne pas poursuivre l'aventure avec l'OM et de revenir à son objectif initial qui était d'être entraîneur principal. Comment dire, du côté de l'OM, je les ai surtout sentis subir, d'après mes échanges, subir la situation et être sonnés par cette nouvelle qui, une fois de plus, va les mettre dans l'embarras parce que médiatiquement, ça va faire un bad buzz. Et honnêtement, ils n'avaient pas besoin de ça actuellement, quoi. Alors après, ça ne veut pas dire qu'en termes de com, je suis assez d'accord, hein, c'est ce que disait Romain précédemment, en termes de com, c'est toujours aussi flou. On n'en sait absolument rien. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que la version qui est en train de filtrer, à savoir que c'était prévu et il devait partir assez tôt, est la bonne, parce que je ne comprends pas et je ne vois pas pourquoi à ce moment-là, on ne l'aurait pas annoncé d'emblée. En restant flou et en restant quasiment muet concernant l'arrivée de Camoranesi, si il était prévu qu'il ne reste que quelques semaines, c'était déjà se tirer une balle dans le pied pour le futur départ de l'entraîneur adjoint italien. Ça aurait été, enfin, c'est mettre un but contre son camp. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de logique et je pense que c'est un épisode, peut-être, comme on devient un peu parano du fait de l'absence de communication, qui en fait est totalement dû à un enchaînement de coïncidences et qui nous tombe dessus une fois de plus dans un contexte déjà très flou. Ouais, donc en gros, pour moi, si ta version est la bonne, du coup, on serait sur un départ anticipé, pas prévu. Mais donc encore une fois, une pitrerie de plus quand même. On est d'accord qu'on prend un entraîneur
après le départ, soi-disant le départ volontaire de Sampaoli qui serait parti pour manque d'ambition, etc. dans le club. On commence à clairement le voir qu'il y a un gros manque d'ambition. On prend un entraîneur derrière et un entraîneur qui prend un adjoint qui part au bout de 8 jours. Donc encore une fois, on continue dans la pitrerie. Aucune communication du club. Ribalta qui est arrivé il y a presque un mois maintenant, on l'a toujours pas entendu moins se présenter ou dire bonjour. Moi Alors, ça Ribalta, commence. juste Ouais, une vas-y. petite info, enfin, c'est une petite précision. Ribalta, de ce qu'on m'a dit, d'après ce qu'on m'a dit du côté de l'OM, sera présenté après le mercato. Pour le moment, ils ont la tête dans le guidon. Voilà quelle est la version officielle. Ils ont la tête dans le guidon, ils se concentrent sur le mercato. Et Ribalta sera présenté à la presse officiellement à la fin du mercato. Voilà. Juste. Ouais, comme ça, on fera un bilan avec lui déjà d'entrée de ce mercato. Alors, on se plaignait à l'époque d'un manque de communication, mais alors là, on est passé dans le néant. Et justement, on en discutait la dernière fois sur le président Longoria est-ce que va-t-il avoir les épaules justement dans cette communication qui est très importante à Marseille et au-delà des qualités qu'il peut avoir en tant que directeur sportif ou recruteur de joueurs, dans son rôle de président, encore une fois, on peut critiquer le fait que son silence reste pesant. Et encore, on va revenir encore à ce personnage-là, mais un Pape Diouf serait monté au créneau et aurait expliqué avec transparence ou pas ce qui se passait, ou avec langue de bois, mais au moins il aurait communiqué. Et la Elle aurait communication géré différemment. arrête tout débat, alors que là, le silence crée, nous les premiers, des interprétations diverses et variées, quoi. Mais je suis d'accord sur cet exemple, cette comparaison. Mais on est d'accord enfin, on est d'accord ou pas, je ne sais pas, mais j'insiste un peu là-dessus. Si, honnêtement, s'ils savaient que Camoranesi était là pour quelques jours, voire quelques semaines, pourquoi ne pas l'annoncer, le préciser, de manière à désamorcer toute polémique future? On est d'accord que, enfin, c'est une question de bon sens, on est d'accord que c'est comme ça que normalement les choses auraient dû se faire. Et que s'ils savaient qu'ils devaient partir et qu'ils ont laissé le flou et enfin, le silence s'installer, c'est clairement. Enfin, là, c'est plus. Là, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Et c'est se créer de problèmes là où il y aurait pu ne pas en avoir. Non, mais même si c'est pas prévu, communique, fais quelque chose. Je sais pas, moi, tu Mhm. es président de l'Olympique de Marseille, c'est ton rôle, je suis désolé. Quand tu gères le club au quotidien comme il doit le gérer au quotidien, il est plus directeur sportif, Longoria. Alors, on t'explique qu'il est à Londres en train de négocier pour Pierre, Paul ou Jacques, mais t'es plus directeur sportif. Tu as pris Ribalta, tu as Frio autour de toi. Donc, toi, justement, il a pris ces gens-là pour se concentrer sur son soi-disant rôle de président. Donc, tu restes à Marseille et tu gères le club. Il faut gérer le quotidien du club. Et le quotidien du club, c'est de savoir communiquer et être là quand il y a des problèmes de ce style. Tu communiques, c'est tout. Tu dis, voilà, bah, écoutez, il est parti pour X ou Y raison. On a anticipé, on a fait venir. Et hop, tu désamorces tout. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce Ou pas. silence, aucune Ou pas. Si explication, tu que n'as dalle. pas anticipé, ou si tu n'as pas anticipé, ben, tu dis la vérité, à savoir, enfin, en tout cas, Ouais, voilà, oui, tu la vérité, anticipes, en ou tout tu cas. dis voilà. Mais en attendant, on continue encore écoute, je reviens encore sur la conférence de Tudor, où il y a eu des questions qui ont été posées à Longoria, mais c'est ahurissant. Et les gens, je sais pas, moi je vois des gens, ils continuent sur les réseaux à te dire oh non, mais tout va bien et tout. On a zéro recrue, que des noms qui sont démentis dans la minute. Un entraîneur, je te dis, moi je l'ai trouvé froid, glacial à la conférence de presse, et en fait il a répondu à rien. Quand il a parlé d'objectifs, il a dit on verra à l'entraînement, voire match par match, les objectifs au fur et à mesure. Longoria, quand on lui parle de quels sont les objectifs de budget, le machin, il te dit oui, on va avoir plus d'argent que l'année dernière. Au final, ben, on galère pour recruter Klos. Alors, je sais pas si les rumeurs sont vraies, c'est toujours pareil. Mais on a reproposé 6 millions d'euros en 3 fois, si c'est réel. Mais on est devenu quoi, le FC Clochard, je sais pas. Il y a des clubs comme Lens qui arrivent à mettre des 10 millions d'euros, des machins, et nous, on n'arrive même pas à poser 10 millions d'euros. Donc, qu'on communique, que McCourt prenne sa plume ou prenne une caméra ou aille dans la presse en disant voilà, je garde le club, je ne mettrai plus d'argent, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. J'ai assez mis la main à la poche. Comme ça, nous, on sait à quoi s'en tenir. Et derrière, où on gronde et on essaye de le faire partir avec l'engouement des groupes de supporters derrière qui diront stop, on n'en veut plus. Non, mais où
Oui, mais Tu dis justement, que tu es en train de donner la raison pour laquelle ils ne communiquent pas. Si c'est le cas que McCourt ne veut plus mettre d'argent, tu te doutes bien qu'ils ne vont pas l'annoncer comme ça parce qu'ils savent très bien que ça fera. ah bah Ça, alors il se ça- barre. Il se derrière. barre alors. Et alors qu'il se casse. Moi, je Ah te dis ouais, la mais bon, vérité. ça c'est. Non, mais parce Ah ouais. qu'attends, on est dans une saison où il a tout. Alors lui, parce que lui, si tu parles que de valorisation de club, que pour lui, etc., il a tout en main aujourd'hui pour vendre le club au plus cher. S'il attend, on va avoir un mercato, une équipe qui va réduire, un mercato qui va être peut-être au rabais, une équipe qui sportivement va peut-être plonger la saison prochaine et il va faire que plonger, plonger, plonger. Derrière, il va avoir bien sûr une atmosphère pesante. Donc tout ça va faire baisser la valeur du club. Donc soit ils vont maintenant, soit il vendra pas au prix qu'il veut. C'est mon avis. Donc maintenant, il faut qu'ils arrêtent et qu'ils communiquent vraiment de savoir ce qu'ils veulent faire. On reste toujours sur ce mot communication. La communication à Marseille, c'est le plus important. C'est ça qui fait que tu calmes ou tu calmes pas les ardeurs. Et là, on continue encore dans ce marasme, encore une fois aujourd'hui, avec un départ, bon, certes, qui n'est pas non plus des plus importants. Un adjoint, c'est un adjoint, mais un préparateur physique. On fait venir un préparateur physique qui n'a jamais connu ce que c'est Au niveau. d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Voilà, le haut niveau, on va dire. Son seul fait d'arme, c'est d'avoir entraîné Ajaccio avec Ravanelli, un match par semaine. Donc, est-il à la hauteur? On ne sait pas. Peut-être que oui. Mais au final, on prend encore un préparateur physique qu'on n'a aucune certitude, quoi. C'est évidemment pas gravissime. Camoranesi sera resté en tout et pour tout une dizaine de jours. Mais bon, quand même, symboliquement, Camoranesi, c'était quand même un nom ronflant, hein, champion du monde avec l'Italie en 2006, pilier de la Juventus de l'époque de Zidane, hein, la grande Juventus, de Deschamps, etc. Donc, c'est vrai que ça donne un petit coup, bon, ça écorne une fois de plus un peu l'image de ce club qui n'avait pas besoin de ça pour être déjà qualifié de club instable. Donc, une fois de plus, ça va pas dans le bon sens et c'est vrai que ça fait désordre. Après, c'est pas ça qui sera un élément, on va dire, prépondérant pour Non, non, savoir bien si sûr. mais bon, alors on rappelle les faits, Camoranesi donc, qui a quitté l'Olympique de Marseille, l'adjoint d'Igor Tudor, qui avait été officiellement présenté comme tel il y a donc une dizaine de jours, quitte donc l'Olympique de Marseille. Raison officielle, enfin officielle. On va dire que la seule raison qui est arrivée jusqu'à nous, hein, elle est donnée par le technicien italien lui-même qui dit vouloir poursuivre son objectif qui était donc de devenir entraîneur principal, ce que nous ont confirmé certains dirigeants de l'Olympique de Marseille ce matin à SportMed, et en nous précisant évidemment que ce choix était lui incombé. Cette décision appartenait à Camoranesi, qui n'avait pas d'autres commentaires à faire concernant cette décision et qu'ils nous ont fait comprendre qu'ils étaient eux-mêmes surpris puisque, évidemment, quand on s'engage dans un club et qu'on a un autre objectif en tête, la moindre des choses, c'est d'être clair et à ce moment-là, de ne pas s'engager ou d'annoncer la couleur d'emblée en disant « je suis là de manière intérimaire pour donner un coup de main à mon ami Tudor ». Et ensuite, je poursuivrai mes aventures, chose qui n'a pas été faite, ce qui apporte une fois de plus du trouble et qui incite guère à la sérénité dans ce club qui nous a habitués, hélas, à ce genre de rebondissement. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce nouvel épisode. Allez, on change de sujet. Eddy, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, de ce fameux coup d'accordéon qui a été opéré donc par Franck McCourt concernant l'Olympique de Marseille, avec une réduction du capital social qui est passé de 243 millions d'euros à 80 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux un peu nous vulgariser ce type d'opération? Le coup d'accordéon est une opération qui consiste dans un premier temps à réduire le capital social de l'entreprise au minimum. D'accord? Puis dans un second temps, à procéder à une augmentation de capital. Donc grosso modo, c'est ça en fait. C'est la réduction d'un capital en dessous d'un certain seuil. OK? Et c'est dans un second temps une réaugmentation du capital avec un nouveau capital social. Donc, c'est une opération qui arrive régulièrement lorsqu'il y a des opérations de fusion-acquisition, des opérations de rachat, notamment avec l'entrée de nouveaux investisseurs ou de nouveaux partenaires pour lesquels on prépare l'actionnariat pour une meilleure rentrée à une valorisation qui sera plus conforme à la valeur du bien qui est traité. Ça peut servir également à apurer dans un premier temps les pertes d'une société.
donc avec l'objectif d'assainir une situation financière. Ok, c'est assez clair, j'entends bien ce que tu dis, mais qu'est-ce que ça peut signifier plus précisément? Si on prend l'exemple qui nous intéresse de Franck McCourt et de l'Olympique de Marseille, le coup d'accordéon peut servir à apurer les pertes qui ont été cumulées ces dernières années au niveau de l'Olympique de Marseille, en faisant quelque part une suppression de ces pertes-là à travers la suppression du capital social à une certaine hauteur. Et dans un second temps, on reconstitue le capital social en intégrant un nouveau seuil. Aujourd'hui, dans le cas de l'Olympique de Marseille, on est autour des 80 millions d'euros à peu près de capital social après cette opération de coup d'accordéon. Alors, cet argent, en fait, c'est pas vraiment de l'argent, hein, c'est des lignes comptables. Donc, c'est des opérations un peu blanches, c'est-à-dire qu'on les voit apparaître et disparaître en termes de lignes comptables. Grosso modo, McCourt accepte de perdre entre guillemets ces 223 millions d'euros, parce que c'est le montant de la diminution du capital, qu'il aurait dû récupérer dans le cadre d'une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire lorsque l'entreprise recommencera à faire des bénéfices et générer du chiffre, pourra lui rembourser cette somme. Donc McCourt, volontairement, s'est assis sur cette somme-là et du coup ne la reverra plus. Déjà, d'un point de vue très clair, en fait, c'est que la valeur nominale du club, aujourd'hui, imaginons que la valeur est indexée sur la valeur de son capital social, aujourd'hui, elle a diminué. Ça ne veut pas dire que la valeur absolue du club avec ses actifs joueurs, etc., n'est plus la même. Mais déjà, sa valeur comptable est diminuée. Le fait de diminuer ce capital social et que Franck McCourt accepte de ne pas récupérer cette somme d'argent dans un avenir proche veut dire aussi que l'OM est désengagé d'un certain nombre de dettes qui lui sont affectées dans le cadre de son bilan. Voilà. Néanmoins, il y a aussi une autre option qui existe et qu'il ne faut pas éluder, c'est que ça peut préparer à l'arrivée de nouveaux partenaires, je ne sais pas, de nouveaux investisseurs, de nouveaux partenaires dans le capital. Et ça se fait généralement régulièrement sur les coups d'accordéon, qui consistent justement, comme je vous l'ai expliqué, à réduire le capital social d'une société avant de l'augmenter. Et l'augmentation du capital pourra aussi être faite dans le cadre de l'entrée d'un nouvel investisseur ou d'un nouveau partenaire. C'est une opération qui est assez courante lorsque les fonds propres, notamment d'une société, sont inférieurs à la moitié du capital social, ce qui arrive malheureusement fréquemment avec l'OM, tous les ans. Donc aujourd'hui, on diminue ce capital social pour être entre guillemets en conformité et notamment permettre aussi l'entrée de nouveaux partenaires qui pourront du coup, eux, effectuer une augmentation de capital plus substantielle et pourquoi pas, aussi dans cette question, parce qu'on y vient, et pourquoi pas diluer très fortement Franck McCourt qui lui du coup récupérera son investissement sur la vente nette du club. Ok. Du coup, est-ce que cela nous donne une indication, une orientation particulière sur le mercato actuel, le mercato à venir, et plus globalement sur le projet sportif? Ce qu'on peut dire, pour conclure, c'est que ce type d'opération comptable n'a pas d'incidence immédiate sur le terrain et d'un point de vue sportif, même si potentiellement ça peut être aussi un signal négatif qui est envoyé, c'est-à-dire une réduction un peu du train de vie. Après avoir essuyé ces pertes-là, à assainir le club, on va rentrer dans un cycle plus modeste et plus austère pour garder un équilibre financier et ne pas avoir de déficit structurel. Mais à la date, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà les amis, cette émission arrive à son terme. J'étais ravi de la préparer avec Gilles, avec Mika, avec Yannick, avec Fla. On espère vous retrouver rapidement. N'oubliez pas de vous abonner sur les différents supports et d'activer les notifications parce que si vous n'êtes pas encore persuadé de ce qui vous attend, SportMed est plein de surprises et c'est ce que nous allons vous montrer à l'avenir. On se retrouve rapidement tous ensemble le samedi 18h. Vous le savez, cette émission, c'est la vôtre avec ce chat qui nous a fait
part de toute cette qualité au long de cette saison de l'Olympique de Marseille. Et j'espère, et j'en suis convaincu, que nous vous retrouverons au moins aussi bon l'année prochaine. Gloire à l'Olympique de Marseille. Vive Sportmed. À très bientôt les amis.